Voilà, je pense que le nombre de participants s'est maintenant stabilisé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode de webinaire de Simco Consulting. Aujourd'hui, on va se poser une question. On va se demander si un entrepôt sans automatisation est finalement compatible avec les besoins contemporains de nos flux logistiques, de flux de stockage et autres. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par la conclusion. Voilà. Et puis, on se donnera rendez-vous pour le prochain webinaire. Évidemment, c'est une blague. Oui, c'est possible, bien sûr, puisque depuis que l'entrepôt existe, on a toujours su s'adapter, travailler dans des entrepôts sans automatisation. Alors, on a quand même maintenant des niveaux d'exigence qui sont complémentaires, supplémentaires par rapport à des entrepôts d'il y a quelques années. Déjà, il faut savoir, et on va le voir, comment se positionne cet entrepôt. Finalement, à quelle position de la supply chain end-to-end, du fournisseur jusqu'au client du client, cet entrepôt se situe. Ensuite, bien maîtriser, et j'allais dire même mieux, bien optimiser ces espaces et ces volumes. L'espace au sol, le volume en hauteur. Aujourd'hui, on a une raréfaction du mètre carré. Et donc, il faut qu'on se pose la question d'optimisation. Il y a des coûts aussi qui sont associés, des grosses zones logistiques avec des coûts assez importants au mètre carré. Donc, comment est-ce qu'on fait pour optimiser l'espace sans aller chercher justement cette automatisation? Disposer d'une main-d'œuvre formée et qualifiée, c'est essentiel puisque l'entrepôt, avant tout, et dès le départ, c'est de l'humain, ça reste de l'humain. Et puis avoir, et ça c'est capital, alors est-ce qu'on inclut ou pas dans cette notion d'automatisation, on parle ici d'automatisation de flux beaucoup, mais de flux physique, est-ce que avoir un bon système d'information adapté, bien paramétré, bien exploité, ça rentre dans l'automatisation? Oui, bien sûr, l'automatisation des flux d'information, et donc avec un bon système, un bon WMS, Warehouse Management System, on devrait pouvoir faire quelque chose avec nos entrepôts, à condition, encore une fois aussi, de maîtriser les chiffres clés de nos exploitations, de manière à pouvoir derrière mieux exploiter, mieux piloter nos environnements. Voilà. Alors évidemment, on va pas s'arrêter là, on va pas s'arrêter sur les conclusions. On va revenir en quelques temps sur c'est quoi l'entrepôt en 2024, à quels besoins il répond. On va vous proposer l'approche Simco du projet, parce que on fait du conseil en logistique et supply chain, donc on peut vous aider dans vos démarches d'optimisation, d'amélioration d'entrepôt en comparant différents scénarios, différentes technologies. Quelques exemples de solutions en 3/4 d'heure, malheureusement, on ne peut pas tout développer et il n'y a pas deux entrepôts qui se ressemblent, donc très difficile de donner des choses exactes. Ouais, j'ai quand même envie de me poser la question, savoir si on peut automatiser un tout petit peu, ne serait-ce qu'on a aujourd'hui des solutions qui sont un peu plus légères qui arrivent, donc ça peut être une solution également, sans aller dans l'automatisation, je vais dire, de masse, entre guillemets. Et puis, comme d'habitude, vous disposez d'un chat. Je vous laisse poser vos questions sur ce chat. J'y réponds donc, je tenterai d'y répondre à la fin de la session. Et puis l'idée c'est de pouvoir avoir un échange et vous aurez également nos coordonnées complètes à l'issue de cette session. Vous êtes inscrit, vous participez, vous allez donc recevoir dans les jours qui viennent le support de présentation que je vais exploiter aujourd'hui et vous aurez également accès au replay si vous voulez revoir la vidéo et réécouter les quelques explications que j'aurais pu vous donner, accompagner cette même présentation. Voilà. On est parti, on va parler donc de cet entrepôt en 2024. C'est quoi son rôle et c'est quoi ses besoins à l'entrepôt? Alors, évidemment, si on remonte quelques années en arrière, on parlait plus de hangars. Et encore aujourd'hui, certains de nos clients ou certaines approches parlent de hangars. On est passé du hangar où on stockait la marchandise, des palettes, des produits, à l'usine connectée multicanal qu'on connaît aujourd'hui dans des grandes organisations. L'entrepôt a gagné ses titres de noblesse, il est inclus maintenant dans cette notion de supply chain. On est passé de la vision logistique à la vision supply chain. Et là où on parlait d'un entrepôt en qualité de centre de coût, on parle maintenant plutôt d'un centre de profit quand on parle d'un entrepôt ou certains entrepôts. Alors, si on
si on fait un tour sur les moyens dont on dispose aujourd'hui, si on se compare avec les entrepôts d'antan, encore une fois, on a conservé les mêmes bases, les mêmes basiques. On est toujours sur du matériel mi-tension, le fameux FEN dont tout le monde parle, qui est une mauvaise abréviation parce qu'on parle plutôt d'un chariot frontal, le rétract, le transpalette, le tire-pale, voilà, tout ce qu'on veut. Tout ça, on l'a, on a toujours des racks, on stocke toujours en masse. Donc tout ça, ça reste les fondamentaux de l'entrepôt, mais on a quand même des conditions de travail qui se sont améliorées, on a des outils de communication, d'information, on y viendra beaucoup, qui nous permettent de nous améliorer et d'aller vers une exigence plus forte dans nos organisations, dans nos entrepôts, et une optimisation à la fois des surfaces et des flux et de la productivité. Par contre, les flux, justement, les besoins ont évolué puisque plus ça vient et plus on crée de produits, de nouvelles références, et donc il faut du stock derrière tout ça. Il y a plus de nouveaux produits que de produits qui sortent de gamme et du rayon de nos clients. Il y a des exigences en termes de pièces de rechange, hein, c'est la loi qui veut ça. Et donc, on se doit de garder alors la loi d'un côté et puis l'expérience client et le besoin de garantir au client une réparation de maintenabilité donc des systèmes. Il y a les normes qui évoluent avec des contraintes, avec les normes ICPE. On a ces jours-ci un anniversaire malheureux avec Lubrizol. Il y a des investissements qui sont contraints, qu'on doit avoir aujourd'hui dans les entrepôts sur la mise aux normes. Il y a des formations également pour rester en conformité. Donc tout ça, ça rentre en compte et plus on vient et plus on a ces notions donc de normes et à respecter, et c'est sans parler même de l'aspect RSE qui devient un point essentiel dans nos entrepôts et vis-à-vis donc de l'ensemble des industriels et des clients. La traçabilité, le temps réel, hein, voilà, on commande tous sur Internet ou quasi, et on a tous envie de savoir quand est-ce que nos produits arrivent, quand est-ce qu'ils vont être livrés, où est-ce qu'ils en sont, etc. Et ça, il y a une transformation aujourd'hui. On arrive aussi à cette exigence en termes de B2B. On est dans la supply chain, on doit promettre à un client une date, on doit s'engager sur une date de livraison des produits et on doit s'y tenir. Et donc, on a besoin de cette traçabilité, de ce temps réel et de nos systèmes d'information. Le multicanal, qui concerne aussi bien les notions de canaux de prise de commande que les canaux de livraison, qui arrive aussi, qui nous amène sa dose d'exigence. Les exigences des promesses clients, j'ai bien distingué les deux, les exigences clients et les promesses qu'on leur fait, et qui sont importantes et qui vont nous exiger, nous imposer des besoins en termes de flexibilité, en termes d'assurance sur les pics et autres. Et donc tout ça, cette image donc, de nos entrepôts, de nos besoins d'entrepôt, fait évoluer l'approche qu'on peut avoir sur le besoin ou pas d'automatisation, et finalement on irait bien vers l'automatisation. On ressent quand même quelques hésitations aujourd'hui sur le marché en termes d'investissement. Les entreprises sont vraiment plus hésitantes. Et donc, à un moment donné, on s'est posé la question chez Simco, est-ce qu'on ne devrait pas amener une démarche d'amélioration continue justement pour travailler sur nos entrepôts, sur l'optimisation, sans aller forcément sur la partie donc d'automatisation, de manière à pouvoir faire progresser nos exploitations, peut-être préparer nos entrepôts à l'automatisation demain, mais se poser les questions, revenir vraiment aux bases et aller chercher déjà l'optimisation plutôt à isopérimètre. Et donc, c'est ça qu'on va vous proposer aujourd'hui en disant comment est-ce qu'on fait pour travailler finalement correctement avec une bonne productivité, avec des bons résultats, des bons indicateurs aux entrepôts, sans aller chercher donc des investissements noirs. Aujourd'hui, sur le territoire français, c'est à peu près 4400, un peu plus de 4400 entrepôts. On a du mal à avoir des chiffres à jour puisque c'est des grosses statistiques qui sont à faire. Donc, des entrepôts, des plateformes qui ont plus de 5000 m². C'est sensiblement 15 à 20% qui utilisent des processus automatisés. Alors, on serait plutôt 15% si on va chercher l'automatisation vraiment purement donc de flux physique. Mais aujourd'hui, les processus automatisés démarrent dès l'AMR et donc on est sur des solutions, et on le verra plutôt sur la fin de cette session, on est sur des solutions qui sont peut-être un petit peu plus légères que aller chercher un transstocker.
Aujourd'hui, si on s'intéresse à la question, c'est que l'entrepôt, la fonction entrepôt représente également à peu près 50% d'un coût global logistique pour les entreprises. Alors, tout dépend évidemment des logistiques, tout dépend des entreprises, des secteurs d'activité, si on est plutôt en make to stock, en make to order, etc. Mais c'est sensiblement l'ordre d'idée, chez nos clients en tout cas, c'est à peu près moitié qui est consacré donc sur des coûts de stockage. Je vous ai dit tout à l'heure en introduction, l'idée c'est de se poser la question du rôle de notre entrepôt. On a un entrepôt, est-ce qu'il est plutôt positionné sur de l'usine, auquel cas on va plutôt avoir des typologies de produits, d'articles de conditionnement, de matières premières, plutôt la palette complète, de l'IBC, du big bag, voilà, des choses plutôt peut-être volumineuses. On peut avoir des produits semi-finis, puisqu'on a des relations aussi en termes de sous-traitance. On peut être sur un entrepôt central, on peut être sur un entrepôt régional. On va avoir des produits finis, peut-être un peu de semi-finis avec une customisation retardée. Et puis, on va être sur des entrepôts de distribution où là, on va réduire petit à petit cet entonnoir en disant je prends les plus gros volumes et je vais sur des plus petits volumes. On a des produits finis, on a des fois de la PLV, hein, donc tout ce qui est produits gadgets publicitaires, on a des documentations, et puis on a des pièces également hein, dédiées au service après-vente, hein, tout ce qui va être pièces détachées, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Les missions de l'entrepôt aussi, elles vont concerner forcément, on va se poser la question sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on manipule, qu'est-ce qu'on va manutentionner. Et derrière, la réponse va vraiment être différente en fonction de la catégorisation de ces produits. C'est du petit volume, c'est des gros volumes, donc petit volume en général du colis, du gros volume qu'on va mettre plutôt sur palette ou demi-palette avec des grandes hauteurs ou des choses comme ça. Puis du hors gabarit qui, lui, va tenir ni sur palette, ni dans des bacs, etc., sur lesquels on va peut-être aller chercher des solutions de cantilever, par exemple, pour les mettre en hauteur. Voilà, donc on va avoir des réponses différentes en fonction donc de ces typologies d'ultime-tension. On va avoir des réponses différentes en fonction de la stratégie de stock aussi. Est-ce que je suis sur un produit sur lequel j'ai des grandes quantités, toutes identiques, même code produit, même quantité sur la palette, même numéro de lot, même match de production, et quand j'ai une commande, je prends les 3 premières palettes sur une série de 150 et ça ne me pose pas de problème. Est-ce que je dois avoir une notion de sélectivité, c'est-à-dire que mes produits ont peut-être des qualités peut-être légèrement différentes et en fonction des applications de mon produit, je vais plutôt dédier cette palette à tel client et cette palette à tel autre. Et donc on va avoir une approche forcément différente parce que je ne peux plus prendre n'importe quelle palette, je dois aller chercher une palette parmi d'autres dans le stock, voire je dois pouvoir tracer, identifier quelle palette j'envoie à quel client à travers la récupération de son numéro de lot, voire de son numéro de série si on est sur des produits à l'unité, ou des numéros de série d'une quantité de produits qui sont sur une palette. On va raisonner également flux, savoir est-ce qu'on est plutôt sur des flux unitaires, sur des flux de masse. Hein, là aussi, c'est la position de mon entrepôt qui va distinguer cette notion de typologie de flux. Plus on est proche du client et plus les flux vont être forcément unitaires. Et puis la valeur ajoutée de mon entrepôt, la customisation retardée, les notions de marquage, les notions d'emballage spécifique. Quand ça part dans le e-commerce, des fois je suis obligé de rouvrir un colis, de récupérer mon produit et de remettre ce produit dans un emballage différent. Et donc cette notion de valeur ajoutée, elle va être en général confiée au dernier moment, mais elle va devoir être prise en compte et bien souvent c'est beaucoup de main d'œuvre en dernière minute pour pouvoir servir un client avec un délai et un temps imparti. Alors maintenant qu'on a planté le décor, on va discuter de l'approche. Comment est-ce qu'on approche cette notion d'amélioration, j'allais dire, ou de fonctionnement sans automatisation et comment on va procéder. Alors on peut avoir plusieurs approches. En tout cas, chez Simco, on a 2 approches. On a une première approche qui est plutôt une approche d'audit et une deuxième approche qui va être une approche d'étude de faisabilité. On va rentrer dans un audit plutôt quand on va avoir un besoin général, global, de dire j'ai besoin d'améliorer parce que j'ai un problème de taux de service, parce que je respecte pas mes horaires,
Éventuellement, j'ai un problème de rentabilité. Donc, mais est-ce que c'est vraiment un audit qu'il faut faire? Est-ce que l'amélioration de mes processus va me permettre de récupérer? Oui, peut-être, parce qu'on va aller chercher peut-être des notions de gaspillage et de tâches sans valeur ajoutée. Voilà, j'ai juste envie de me remettre en cause et de me comparer par rapport au marché, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Là, effectivement, on n'a pas d'objectif précis et donc on va aller rentrer dans une phase d'audit où on va observer les processus, on va observer un fonctionnement à 360 degrés et on va analyser et comparer effectivement et amener des améliorations. Si on rentre par une phase d'étude de faisabilité, c'est qu'on a déjà un projet en tête. Soit on a un problème de rentabilité et donc on va vraiment creuser pour savoir quelle organisation totalement différente je dois mettre en place. On a un problème d'augmentation, un besoin de capacité ou un manque de capacité à l'instant T parce que les flux ont évolué, la typologie des produits a évolué, j'ai une augmentation des volumes, on a réintégré une ligne de production et cette ligne de production qui a été réintégrée sur site vient empiéter sur les surfaces de stockage, surfaces dédiées à la logistique. Et donc là, on va vraiment se poser la question parce que on est un peu, ce n'est pas juste une amélioration dont on a besoin, mais c'est une vraie évolution de notre organisation. La méthode qu'on va appliquer, c'est d'abord chercher donc à savoir qu'est-ce qu'on utilise comme système d'information. Encore une fois, hein, ce système d'information, on peut le mettre entre les deux quand on parle d'automatisation, pas d'automatisation. Moi, j'ai plutôt tendance à dire ce système d'info comme un ERP dans une entreprise, finalement, hein, qui va être le WMS, l'outil de gestion d'entrepôt, Warehouse Management System, qui soit est un module de l'ERP, soit est connecté, interfacé avec l'ERP. C'est ce système qui aujourd'hui m'apporte des informations qui me permettent de maîtriser et de produire des bons flux physiques. Et j'ai tendance à dire, pas de bon flux physique, si pas de bon flux d'informations. Donc, commençons déjà par se poser la question du système. Alors, partez pas aujourd'hui si vous êtes connecté et que vous travaillez sur base d'Excel. On a des clients qui travaillent sur base d'Excel. C'est un système d'information comme un autre. Il n'est pas vraiment fait pour gérer un entrepôt. On va pas aller chercher beaucoup d'améliorations, mais on a déjà un bel axe de travail. C'est le fait d'implémenter cet outil de gestion d'entrepôt. Ce système, ce WMS, ce système d'information ou cet ERP dans lequel on va chercher ces informations, il contient des données. Ces données doivent être correctes, elles doivent être correctement paramétrées. On ne peut pas imaginer avoir une nomenclature aujourd'hui dans la base de données qui soit erronée sur le ratio de composants par rapport à un produit. On ne peut pas imaginer, alors si bien sûr, vous allez me dire les tables à trois pieds, ça existe, mais si physiquement on fait du kitting et on dit je prends un plateau et 4 pieds pour faire une table et que je décrémente un plateau et 3 pieds dans mon système d'information, je vais avoir un décalage entre le stock physique et le stock informatique. Si on va plus loin, qu'on s'en rend pas compte, évidemment, on va dire que c'est les caristes qui savent pas compter. À un moment donné, on a besoin d'avoir des informations fiables dans le système, et ça, c'est un point majeur pour fonctionner aujourd'hui, y compris sans automatisation. Ces données, ces éléments vont nous permettre d'aller chercher des indicateurs, des ratios, des statistiques, analyser des historiques pour voir comment finalement on vit et comment on a vécu avec cet entrepôt, qu'est-ce qu'on a fait. Des fois, on est surpris de voir des historiques parce qu'on ne s'attendait pas à avoir réalisé telle ou telle chose ou avoir eu des pics et des sursauts d'activité et des creux d'activité. Et donc, ces indicateurs sont très, très parlants quand on veut analyser nos activités. Sur la base de ces indicateurs, de ces données, on va aller émettre des hypothèses pour comprendre donc la situation existante et surtout anticiper les besoins de demain. Je démarre un projet aujourd'hui, mon entreprise est en pleine évolution, j'ai besoin d'évoluer. Si je me base uniquement sur les données du passé pour modifier, pour aller améliorer mon entrepôt, je vais avoir un petit peu de mal. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de sortir la boule de cristal, le marc de café, d'aller travailler avec la direction d'entreprise, la direction financière, aller chercher les budgets et bien savoir de quoi demain sera fait avec le marketing, le commerce, de manière à pouvoir avoir cette vision et amener votre pierre à l'édifice en disant voilà, ma vision
de l'entreprise, c'est ça. Voilà à quoi doit répondre l'entrepôt et voilà quelle solution je vais mettre en œuvre par rapport à ça. Et ensuite, rentrer en mode projet et on déroule ce projet et on peut comparer des alternatives et des solutions en ayant au maximum découpé l'entrepôt. Vous allez le voir, il y a besoin de découper par activité pour ensuite les regrouper, pour ensuite imaginer quelle solution mettre en œuvre pour notre entrepôt et pour améliorer notre fonctionnement. Bon, bah, la première des choses, c'est analyser le stock physique. On a un visuel ici qui semble avoir un peu de toile d'araignée parce que, ben, par expérience, c'est courant de voir chez nos clients des stocks qui dorment, mais des stocks qui restent dans les entrepôts et qui prennent finalement une place importante et prépondérante dans les stocks. Alors, dans les slides qui vont venir, on parle de 5S, hein, cette notion de 5S, je trie, j'organise, je nettoie, je standardise, je maintiens. Hein, je l'ai fait en français, c'est plus facile pour moi. Cette notion donc finalement d'entretien de mes stocks, aussi bien physiques que de mes espaces de travail, que de mes données également, permettent de nous poser ces questions donc, et d'analyser l'existence sur les stocks physiques. Voilà. J'ai toujours vécu mon entrepôt sans automatisation. Il n'y a pas de raison que ça change, sauf que le besoin client change. Et donc, je dois m'adapter, je dois changer mon organisation. Et j'ai peut-être pas l'activité qui nécessite d'aller chercher ces fameux outils d'automatisation. Peut-être que financièrement, je ne peux pas y aller non plus. Donc, comment je fais? Eh bien, on va aller analyser ce stock physique, la fiabilité des inventaires, l'analyse des classes de rotation, l'identification et l'évacuation des stocks morts et dormants. Ça, c'est très, très important, puisque, encore une fois, même si on n'évacue pas ces stocks morts, il faut peut-être qu'on aille les densifier quelque part dans l'entrepôt. Je préfère avoir 150 palettes qui dorment dans un coin, qui prennent pas beaucoup de place. Et le jour où j'ai besoin d'un produit dedans, bah, j'en déplace 20, tant pis, je vais chercher mon produit et j'en place mes 20 palettes, plutôt qu'elles prennent des places entre guillemets en or, comme sur les parkings de grande surface, où bah, j'ai besoin finalement d'accéder très souvent à ce produit. Et si bah, je passe à côté de 5 palettes qui prennent la poussière pour aller chercher le sixième produit tous les jours, ben, on a forcément des choses à faire. Alors, ça va concerner la préparation, les flux, les chemins de préparation, ces fameuses classes ABC, mais ça va aussi concerner les conditions, la manière dont je vais stocker mes produits, je vais stocker mes palettes. Forcément, dans l'analyse des stocks physiques, le respect des arrêtés d'exploiter, hein, être capable à l'instant T de pouvoir donner donc ou transmettre les quantités de produits par classe ICPE par exemple, et puis le respect des règles et des pratiques de stockage, qui est quelque chose qui me semble essentiel. Il y a l'analyse des espaces de travail, forcément, et au même titre que ces notions donc d'analyse de stock, on va aller regarder si on a des surfaces dédiées, on va aller regarder l'ergonomie des postes de travail, les outils disponibles, la logique séquentielle, c'est-à-dire que je passe la phase 10, 20, 30, 40, 50 comme une gamme de fabrication finalement, et j'ai des étapes. Est-ce que ces étapes ne me font pas faire des allers-retours sur un poste de travail pour aller chercher un rouleau de scotch, pour aller chercher une étiquette sur l'imprimante, etc. Donc ça, c'est capital aussi d'analyser ces postes de travail et de posséder aussi de son processus, de connaître son processus et d'avoir ce processus sur ce poste de travail. C'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce que au même titre que le stock, quand on va chercher, quand on se pose la question de l'automatisation, c'est que j'ai besoin de récupérer, d'augmenter ma capacité de stockage. Quand on se pose la question d'automatisation, ça peut être aussi parce que j'ai un problème d'effectif, de RH. J'arrive pas à recruter et je sais pas passer les pics. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher à optimiser, à s'améliorer en termes de productivité. Alors attention, la productivité, c'est pas un gros mot, évidemment, c'est pas n'importe quoi comme productivité, il faut pas faire n'importe quoi. Mais l'idée, c'est bien d'aller chercher à optimiser les différents postes, les déplacements, de manière à pouvoir répondre à ces problématiques de pic, à pouvoir mettre plus de monde dans une surface donnée, sans générer des problèmes de sécurité ou des risques d'accident de travail. Donc, cette analyse d'espace de travail est primordiale pour répondre à ce besoin.
On a des besoins en termes de stockage aussi, hein. On a parlé tout à l'heure, hein, on a parlé plutôt donc de cette notion de stock dormant. On était plutôt sur des stocks physiques. Ici, on va plutôt parler du stock au sens donné, au sens qualitatif du stock. J'ai besoin de stocker un certain nombre de références dans certaines conditions. J'ai besoin d'avoir une profondeur de stock. Alors, je sais que c'est pas dans les entrepôts qu'on décide de la profondeur de stock, on les subit plutôt, mais on peut avoir notre mot à dire sur est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir 6 mois de stock sur cette référence-là, 2 ans de stock sur celle-ci, et peut-être que 2 semaines de stock sur celle-là. Voilà, donc on a des notions de rotation qui sont importantes à prendre en compte, des saisonnalités qu'on doit connaître, puisqu'à un moment donné, on doit changer notre stratégie de stockage en fonction de cette saisonnalité pour passer les pics et autres. Il y a la typologie des unités. On stocke pas. On voit souvent des palettes dans des racks palettes classiques et sur lesquels on va mettre des unités, des colis, des cartons, etc. C'est un risque d'erreur ici et puis on va perdre de l'espace en termes de stockage. Et donc on verra des solutions qui nous permettent d'aller stocker mieux ces produits. Il y a des notions de traçabilité de l'eau, de DLC, hein, j'en parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on a besoin soit de déclarer un lot à un moment donné ou est-ce qu'on a besoin d'aller chercher un lot donné, un numéro de série donné pour servir le client. En fonction de ça, je peux prendre le premier produit ou je dois aller chercher celui qui est tout au fond. Et donc l'approche est différente aussi. Et là encore, pas de vérité. Il faut s'adapter à vos contraintes. Les besoins en termes de flux apparaît ici une petite pellicule puisque j'ai tendance à dire le flux c'est des photos, c'est le film et puis donc le stock c'est la photo. Ici si on fait un film sur le flux, et ben on va essayer de comprendre comment arrivent les produits. C'est des images des commandes entrées, c'est une image des commandes en sortie, comment ça arrive, dans quelle typologie de véhicule, par combien de références, la typologie de mes clients, de mes destinataires, quelles sont leurs exigences, est-ce que j'ai une préparation qui est neutre ou qui est standard pour tout le monde, ou est-ce qu'au contraire, je dois aller préparer spécifiquement parce que tel client veut 2 BL, l'autre en veut 3, parce que je dois glisser un produit spécifique chez tel ou tel client, etc. Donc, est-ce que je dois préparer en cheminée, en escargot, en couche palette? Voilà, tout ça, c'est des choses dont forcément il faut qu'on tienne compte quand on va imaginer chercher des optimisations, des améliorations de productivité dans nos entreprises. Les procédés de préparation qui sont capitaux, on verra tout à l'heure dans quelques exemples avec les notions de lancement et d'ordonnancement. On parle d'ordonnancement aujourd'hui dans nos entrepôts, hein. Encore une fois, ce sont des usines. Les typologies des unités consolidées, et là aussi, on va devoir avoir à répondre à des saisonnalités, des pics, la saison été-hiver, la saison automne-hiver, la saison printemps-été, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit tenir compte forcément quand on va parler de besoin en termes de flux, en termes de stockage, d'espace de travail, l'analyse du stock physique en lui-même. Toutes ces données doivent faire l'objet de plans d'action, d'ouverture sur l'extérieur, aller voir ce qui se passe chez les confrères, chez les clients, donc chez les parties prenantes aussi, pour voir comment on aborde ces problématiques. Hein. Ça, c'est quand on est seul, on a des idées, et quand on est plusieurs, on va chercher des bonnes idées, alors qui sont pas, attention, qui sont pas forcément duplicables systématiquement. Mettre en place des groupes de travail pour répondre à ces besoins. Voilà, tout ça va rentrer dans un entonnoir sur lesquels on va se pencher pour aller chercher la meilleure exploitation des moyens existants. C'est comment j'optimise. Hein, donc, on est un peu dans cette démarche d'amélioration continue, de lean manufacturing pour aller chercher à supprimer les gaspillages et à chercher de l'efficience dans mon organisation. Et puis, j'exclus pas, sans aller encore une fois, parce que c'est la thématique d'aujourd'hui, sans aller encore une fois chercher l'automatisation, j'exclus pas d'investir, de réaménager, de faire évoluer mes processus, parce que c'est quelque chose qui est important. Et aujourd'hui, on peut avoir des erreurs de préparation, par exemple, qui sont générées par un manque d'espace ou par une mauvaise disposition des outils. Tout ça, on doit le prendre en compte, on doit pouvoir l'analyser de manière à pouvoir aller mettre en place des solutions.
Alors, encore une fois, très prétentieux d'apporter 100% des solutions. On le voit bien avec tous les clients qu'on accompagne, on n'a jamais deux solutions identiques ou rarement deux solutions identiques. On doit vraiment customiser finalement nos analyses de manière à s'adapter à chaque contrainte. Et encore une fois, même dans un même secteur d'activité, tous les clients n'ont pas les mêmes contraintes. J'essayais de vous parler de quelques solutions, quelques exemples de solutions sur 4 thématiques. Les systèmes d'information, vous allez dire que j'insiste lourdement avec ces systèmes, mais je pense que c'est réellement un vrai point d'entrée et d'optimisation de nos organisations. Le matériel de stockage adapté, les flux de préparation simplifiés et optimisés, et puis des effectifs formés, des processus connus, à jour et maîtrisés. Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel aussi, encore une fois, puisque l'humain reste au cœur des activités de nos. Alors, si on parle des systèmes d'information, qui doit être donc un bon pilote de processus, un bon pilote de flux, qui va être encore une fois, c'est notre WMS, qui soit un module de l'ERP, soit être interfacé avec notre ERP, qui va faire l'intermédiaire entre nos inventaires de stock informatiques et l'inventaire de stock physique. Il va nous amener ce WMS des notions d'amélioration, notamment de stockage, d'optimisation de stockage, en respectant les règles de stockage, puisque un bon paramétrage de carte magasin, de fiches articles, de poids, de dimensions va nous permettre d'aller optimiser les emplacements en nombre de palettes et surtout également donc en taux d'occupation en termes de volume. Et puis, il va nous permettre d'aller gagner la productivité sur des notions de système de préparation, d'optimisation de préparation, de chemin de picking. Je pense que c'est des éléments qui vous perdent. Et donc, tous ces éléments vont nous permettre ici voilà, de gérer les classes de rotation, d'optimiser l'ordonnancement. On reviendra un petit peu sur ces notions de vagues de préparation, d'offrir des solutions de lancement de préparation différentes, les unitaires par vague, en éclatement, multi-commande, de connecter des systèmes qui permettent de fiabiliser ces interfaces et ces données d'entrée, parce que WMS, on doit l'alimenter par un clavier, par un flash, par une puce RFID, etc. Et l'idée, c'est vraiment de fiabiliser, puisque on a des clients chez Simco qui nous parlent bien souvent du PFH, qui est passez-moi l'expression, le putain de facteur humain, un copyright derrière cet indicateur, et on aura beau mettre tout ce qu'il faut en place, les meilleures solutions, les plus cadrées et les plus sécurisées, on aura toujours ce risque d'erreur. Donc à nous ou à vous de donner les moyens les plus fiables possibles à vos opérateurs pour sécuriser ces notions de préparation et de saisie et d'entrée de données dans le système. Les outils, alors selon les outils, mais les outils permettent aujourd'hui d'aller optimiser les affectations donc des tâches entre opérateurs en fonction de la liste de courses qu'ils ont déjà, en fonction de leur localisation géographique, en fonction de leur secteur. Est-ce qu'ils sont dans un secteur RAC? Est-ce qu'ils sont dans un secteur produits frais? Est-ce qu'ils sont etc. Donc tout ça, ça va permettre d'aller affecter les tâches et de grouper ensuite, d'aller mutualiser donc des préparations. Gérer des rendez-vous transport, c'est pas neutre. Tout le monde n'y va pas, tout le monde n'ose pas y aller, mais ça permet quand même d'anticiper au mieux des plannings de travail, des charges de travail et de lisser au maximum les charges. Et chacun, à la fois transporteur et chargeur, ont à y gagner. C'est quelque chose d'important et qui permet aussi, quand on sait qu'on vient charger un camion, de préparer en fonction de cette heure de chargement et d'éviter d'avoir toute une dalle qui est remplie de préparation depuis ce matin. Et puis finalement, on ne sait pas trop quelle préparation va partir en premier, puis on est bloqué parce qu'on ne peut plus préparer le reste. Et donc là aussi, on parle de productivité, on parle de mètres carrés. Ces WMS, évidemment, permettent, comme annoncé dans le titre, de piloter l'activité et c'est quelque chose qui est très bon. Alors attention, on va parler de process humain tout à l'heure également. Un opérateur devant un WMS ne doit pas se contenter de fonctionner, de faire des entrées, des sorties et de lancer des préparations. Il doit aller challenger ce WMS, avoir
se rappelle ses connaissances fondamentales du métier de la logistique pour aller savoir comment optimiser ce WMS, comment aller chercher son paramétrage optimal pour aller challenger l'activité et obtenir donc les gains espérés et attendus par un investissement non négligeable dans les systèmes d'information. Le matériel de stockage. Bon, alors, est-ce qu'il faut en parler ou pas dans le cadre de ce webinaire? Peut-être, parce que tout le monde ne connaît pas tous les matériels de stockage qui existent. Je parlais tout à l'heure des petits colis qui étaient positionnés sur des palettes ou dans des racks, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on a démarré une activité avec des racks, où on a besoin de mettre des palettes de temps en temps, et puis petit à petit, je suis arrivé au colis, je me suis lancé dans le e-commerce, et puis j'ai fait avec. Voilà. Alors, on a mis des piles de palettes pour faire les préparations, et puis on a mis des palettes dans les racks, et puis des colis dessus, etc. Il n'y a pas de critique derrière, puisque c'est la vie de nos entrepôts. L'idée, c'est plutôt d'aller voir comment est-ce qu'on peut modifier, faire évoluer ces structures de manière à pouvoir apporter un fonctionnement plus professionnel. Je parlais tout à l'heure d'aller analyser de la donnée, savoir combien de références on avait en stock, etc. Les illustrations que vous avez ici permettent de voir qu'on peut monter assez haut sur du stockage petits colis, parce que les petits colis, on peut mettre sur des étagères grande hauteur avec ou pas des allées étroites. On peut aller les mettre sur des mezzanines, dans des étagères classiques. On peut aller les mettre dans des étagères ou des meubles à tiroirs qui sont sous les racks. Je suis pas très chaud à titre personnel, mais ça se fait parce que on a quand même de la marchandise au-dessus quand on va faire notre préparation de commande. Voilà. Mais c'est des solutions qui sont adaptées. On a ici des racks dynamiques qu'on va alimenter derrière ou des étagères dynamiques qu'on va alimenter donc derrière pour avoir en façade le préparateur qui assure ses préparations. Et donc tout ça, c'est des solutions qui existent et qui permettent d'aller optimiser à la fois l'espace et à la fois donc les préparations de commande. Si on est plutôt sur des grands volumes, on va parler donc de rack à accumulation. Donc, quand on a donc ces besoins de densifier nos produits et nos palettes, on a là aussi des racks dynamiques qui existent, que les colis. On a donc les chariots à l'étroite, on appelle ça tridirectionnel ou VNA. Alors attention, exploiter la hauteur, c'est important parce que ça permet d'optimiser nos surfaces et de dédier des surfaces à autre chose que du stockage ou alors à les dédier à plus de stockage. Par contre, plus on va monter haut dans nos structures, alors déjà, il faut être autorisé dans les plans d'urbanisation, il faut être autorisé en termes de stockage, ça donne des contraintes en termes d'extinction d'incendie, de stockage, etc. Mais par contre, donc on va aussi augmenter forcément le coût d'exploitation, et plus on monte, et plus on va pouvoir réduire finalement la largeur d'allée. Donc c'est là aussi un équilibre entre le flux, parce qu'on va avoir peut-être plus de flux avec un rétract qu'avec un frontal ou un rétract qu'avec un tridirectionnel. Et donc tout ça, c'est un mélange vraiment de conditions, à la fois de besoins de stockage et de besoins de flux, en fonction d'un périmètre qui est parfois bien défini, puisque on a déjà la boîte entrepôt qui est définie dans laquelle on veut s'améliorer. Quand on part d'une page blanche, on peut avoir une approche qui est un peu différente. Si on parle maintenant de flux de préparation, qu'on veut simplifier, qu'on veut optimiser, là aussi, on a des possibilités d'interfaçage, de faire parler nos systèmes d'information et de pouvoir les interfacer avec ce type de système ici qu'on a, donc des put to light, des pick to light, c'est-à-dire qu'on a des petites LED qui s'allument là où l'opérateur doit aller chercher sa commande. Ce sont ce qu'on appelle les interfaces homme-machine, qui simplifient ce rapport entre la machine et l'humain. Et donc de manière à pouvoir aller chercher donc ces optimisations, sécuriser ces commandes. On parlait du lancement de préparation de commandes. On peut avoir des chariots aujourd'hui avec des grillages qui sont adaptés, puisque là aussi on a des notions de put to light, on a des notions de niveau, on a des choppers qui nous permettent d'aller préparer plusieurs commandes en même temps. Donc ces flux, en fait, on a ces sites, on va aller chercher des notions d'optimisation de lancement de préparation.
Est-ce que à chaque fois que j'ai une commande, je fais le tour de l'entrepôt pour la préparer? Est-ce que je prends plusieurs commandes et plusieurs colis sur mon engin de manutention et je vais préparer toutes mes commandes en faisant le tour de l'entrepôt? Mais du coup, je fais plus qu'une seule fois le tour au lieu de 5 fois. Est-ce que, indépendamment des commandes entre guillemets, je prends tout ce dont j'ai besoin, je fais une fois le tour d'entrepôt, je prends tout ce dont j'ai besoin pour un certain nombre de commandes, je reviens, je remets tout sur une table et je dispatche. On a des murs de préparation également qui nous permettent de le faire. Donc voilà, tous ces processus, tous ces flux de préparation, tous ces outils aujourd'hui nous permettent de gagner à la fois sur la fiabilité, à la fois sur des conditions de travail. On a ici une filmeuse, on peut avoir des filmeuses mobiles aujourd'hui. On n'est pas tout à fait dans l'automatisation, même si on automatise le fait de filmer une palette, mais on apporte un confort supplémentaire où on évite des travails physiques aux opérateurs. On laisse faire ce filmage et pendant ça là, on peut éventuellement faire autre chose. On a aussi des outils de flashage qui sont performants, les bagues, les smartphones hein, qui sont aujourd'hui connectés sur les Wi-Fi, en mode SaaS, sur le WMS, etc. Donc tout ça nous permet d'aller gagner en termes de simplification et de fiabilisation du processus. Et puis si on parle des effectifs, puisque encore une fois, hein, c'est bien l'être humain qui est au cœur de nos processus. Une petite statistique Simco que vous connaissez très certainement si vous avez déjà assisté à certains webinaires. Aujourd'hui, c'est à peu près moitié des effectifs. Donc on a dit tout à l'heure, moitié des coûts de la logistique sont concernés par l'entrepôt. Et aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que dans un entrepôt, moitié des effectifs sont dédiés à la préparation de commandes, un quart l'effectif sur la réception. Donc, c'est pas négligeable, 75% des effectifs uniquement pour décharger, ranger, préparer les commandes. Et donc, on se doit aujourd'hui de répondre à des besoins par rapport à des conditions de travail. Les engins de manutention se sont bien améliorés, ils amènent des éléments de confort, entre guillemets, pour éviter tout ce qui est troubles musculo-squelettiques et autres. Donc, on a des belles améliorations. On a des processus, des conditions de travail, des modes de management aujourd'hui qui sont qui commencent, qui évoluent, qui sont moins orientés sur la productivité et plutôt travailler sur les conditions de travail qui permettent globalement de limiter les arrêts de travail, de limiter l'absentéisme, de respecter les processus, de fiabiliser les préparations, les inventaires et donc ok, on a peut-être une productivité qui est moindre, mais à la fin, on a un coût qui est raisonné et on a une qualité de travail, on a une qualité vis-à-vis des parties prenantes qui est plutôt bonne. Et donc, c'est plutôt un aspect gagnant qu'aller vers ce management des hommes et donc cette notion d'accompagnement permanent. Et puis des exemples d'investissement aussi sur des exosquelettes hein, qui commencent à se démocratiser aussi, à apparaître avec des solutions un petit peu plus légères qu'au début et qui permettent d'obtenir des bons résultats. Alors, j'ai quand même envie de me poser la question si on peut pas avoir un tout petit peu d'automatisation quand même dans notre question. Ok, je déborde. Autorisez-moi quand même à se poser la question sur deux exemples. Le premier qui est la navette. La navette, ce qu'on appelle navette shuttle. Alors shuttle, c'est navette en anglais. Alors, je sais pas comment l'appeler. Le shuttle qu'on positionne dans des racks à accumulation, qui va permettre déjà de gérer des lots de palettes par couloir et non plus par hauteur de couloir, hein, puisque l'idée de stockage et accumulation, c'est qu'on doit avoir les mêmes caractéristiques de palettes dans toute la hauteur et dans toute la profondeur d'un couloir, donc de rack d'accumulation. Ici, pourquoi? Parce que le cariste doit rentrer dans le couloir pour aller stocker ses palettes. Ici, il reste à l'extérieur de la surface du système de stockage et il vient positionner sa palette sur la première place. Et puis, c'est une navette qui vient récupérer la palette et qui l'emmène au fond du couloir. Ça, c'est si on a une entrée. Si on a deux entrées, ça veut dire qu'on peut accéder par les deux côtés à la structure de stockage et qu'à un moment donné,
On a des systèmes qui gèrent intelligemment, qui disent sur un couloir de 10 palettes, je peux mettre 7 d'une référence d'un côté, 3 de l'autre, ou je peux passer à 6,4 ou 5,5 ou 9,1. Et donc, on va là aussi optimiser cette notion de capacité, de coefficient de remplissage des stocks, puisque aujourd'hui, si il reste une palette sur une capacité de 150 palettes dans une hauteur d'un couloir, on perd 149 palettes. Avec un Navette Shuttle, il reste peut-être une place dans un couloir, on peut le remplir par l'autre côté et on peut mettre d'autres palettes au-dessus ou en dessous, et donc on amène des gains avec cette notion, ok, c'est l'automatisation, mais c'est très léger et c'est quand même une solution qui reste aujourd'hui très abordable par rapport à d'autres solutions. Encore faut-il avoir des palettes à ranger en grande quantité, grande profondeur de stock. Et puis aujourd'hui, ce qui peut faire gagner, alors là aussi, il n'y a pas de vérité, mais ce qui peut faire gagner en termes de productivité, éviter d'avoir des caristes qui font tous les jours le même trajet du point A au point B, etc., c'est de passer par des solutions de type AMR. L'AMR qui va être un outil relativement autonome, plutôt léger à mettre en place, même si évidemment il y a un projet à gérer sur le sujet, mais qui va avoir une vision à 360 degrés de ce qui se passe dans l'entrepôt, qui va laisser la priorité à des caristes, qui va gérer ses trajets. On s'éloigne ou on s'améliore par rapport à des solutions de type AGV qui sont filoguidées ou qui ont des trajectoires qui sont figées. Donc on amène de l'intelligence finalement à l'AGV. Il y a un coût d'investissement aussi sur ces AMR, mais on peut avoir aujourd'hui des facilités, et y compris si je vais encore plus loin dans autorisez-moi à mettre un peu d'automatisation, on peut avoir des outils qui suivent des préparateurs de commandes, et donc le préparateur n'est plus à descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter sans arrêt de son engin. Il y a un engin qui le suit et sur lequel on peut donc venir assurer la préparation des commandes, positionner les commandes sur cet engin qui ensuite, une fois que la commande est prête, par exemple, va pouvoir rejoindre une zone de consolidation, de préparation. Alors, on ne va pas parler d'automatisation ici, mais on peut quand même se poser la question de travailler dans nos entrepôts sans automatisation en faisant appel à un prestataire logistique. Si j'ai besoin, si je me pose à un moment donné la question de est-ce que je peux m'en sortir sans automatiser, ça veut dire que j'ai besoin de surface, que j'ai besoin de capacité de préparation. Et donc on peut avoir une approche qui est de dire je sous-traite mon activité logistique. Bon, chaque entreprise est à même, en fonction de ses critères, de ses stratégies, de ses secrets de fabrication, de sa volonté de garder la main sur le dernier maillon avant le client final, de garder sa prestation, de garder sa préparation, sa logistique ou d'externaliser. On peut se poser la question également sur est-ce que je peux externaliser une partie, soit une gamme de produits parce on a des gammes différentes et j'ai besoin d'un poumon d'oxygène dans mon entrepôt et je peux me permettre d'externaliser juste une gamme, voilà, qui est peut-être moins stratégique qu'une autre, mais sur lequel j'ai quand même pas envie d'avoir deux livraisons pour une même commande pour un client. Ou alors on peut aller faire appel à un prestataire logistique pour stocker de la palette complète, du stock tampon, finalement du stock réserve entre guillemets, et garder en entrepôt toute la partie picking, préparation de commandes, stock évidemment pour assurer les préparations sans risquer les ruptures. Et voilà, donc on garde la maîtrise du dernier maillon. On regagne un poumon d'oxygène, on n'est pas obligé d'aller automatiser et on profite quelque chose de relativement simple, un prestataire qui est donc le stockage de la palette complète. Ça fait partie des options de fonctionner. Alors j'ai triché un peu puisqu'on sort un peu de l'entrepôt, mais ça fait partie des réponses qu'on peut avoir à fonctionner sans automatisation. On arrive déjà aux conclusions, mais les conclusions, finalement, on les connaît. Et j'ai repris le slide d'introduction. Oui, bien sûr, et évidemment, c'est possible de fonctionner sans automatisation en 2024.
Aujourd'hui, à l'heure où les entreprises hésitent à investir, à aller de l'avant pour des raisons plutôt, on va dire, d'actualité économique, géopolitique, il y a un bien fondé à mener cette démarche d'optimisation dans nos entrepôts. C'est que peut-être finalement, l'action qu'on fait là, vouloir maîtriser nos processus, les connaître, identifier nos flux, nous permettent demain, quand les feux seront ouverts, d'aller chercher cette automatisation et d'être prêt à automatiser, puisqu'on est sur un processus qui est assez long, qui nécessite vraiment de connaître nos flux et donc qui vont nous permettre peut-être d'accéder plus facilement, plus rapidement donc à cette automatisation. Mais oui, à condition encore une fois de connaître, de maîtriser ces processus, d'avoir cette main-d'œuvre formée, qualifiée, managée, suivie, qui nous accompagne, c'est important aussi. Et donc, oui, bien sûr, on a moyen de récupérer et de travailler ensemble en groupe dans les entreprises à l'amélioration de nos productivités, de nos conditions de stockage. Et finalement, tout le monde s'en porte très bien dans ces entreprises. Évidemment, Simco Consulting, cabinet conseil en logistique et supply chain, organisme de formation certifié par Calliope, a accompagné aujourd'hui plus de 600, alors c'est peut-être même pas tout à fait à jour, 650 clients, 2500, 2600 projets, avec des grands noms, avec des grands opérateurs et des petits opérateurs, des industriels, des prestataires, tout secteur d'activité. On sait vous accompagner dans vos projets. N'hésitez pas. Vous aurez nos coordonnées, vous avez déjà très certainement, puisque vous êtes inscrit nos coordonnées. N'hésitez pas à nous solliciter, c'est avec plaisir qu'on répondra à vos questions, à vos attentes et à vos cas spécifiques. Et en attente, peut-être que vous avez déjà des questions qui sont posées. Et donc, n'hésitez pas à poser ces questions. Profitons d'être ensemble dans le cadre de ce webinaire pour pouvoir peut-être répondre à des questions ou des interrogations qu'aurait pu générer la présentation. J'espère en tout cas que cette présentation a répondu à vos attentes. Encore une fois, exercice difficile de parler d'une thématique logistique en 45 minutes, mais en tout cas, j'espère que ça vous a permis de vous poser des questions, de poser des questions demain dans vos exploitations et d'amener, pourquoi pas, des réponses. Et encore une fois, pour les réponses, n'hésitez pas à contacter. Alors, permettez-moi de voir s'il y a des questions. Et en attendant, je vous mets nos coordonnées. Alors, nous avons les questions. Est-ce que la bonne gestion d'un entrepôt traditionnel et son amélioration ne passe-t-elle pas avant tout par une meilleure utilisation des logiciels métiers du système d'information? Je crois que c'est un peu ce que j'ai voulu exprimer dès le départ. Hein. C'était le premier point de notre maillage, hein, c'est de dire posons-nous des questions justement de ces systèmes, du bon paramétrage de ces systèmes et de la bonne exploitation de ces systèmes. Encore une fois, j'ai rien contre les outils tableurs de Microsoft, mais ils sont pas dédiés, ils sont pas faits pour garder toute cette traçabilité dont on a besoin. On doit aller chercher, on doit pouvoir aller chercher des historiques dans ces outils, comprendre ce qui s'est passé quand il y a des erreurs de préparation. On a besoin de cette traçabilité, du temps réel, d'aller chercher l'optimisation. Donc oui, bien sûr, un bon système d'information ne fait pas tout, mais va nous permettre déjà d'optimiser à la fois du volume de stockage et de la productivité. Mais encore une fois, ça ne fait pas tout non plus. Alors ensuite, il y a une personne qui s'excuse, qui doit passer à autre chose. C'est donc pas une question. Est-ce que l'IA, donc l'intelligence artificielle, peut aider à une meilleure organisation de son entrepôt? Alors, vaste sujet, question à la mode. Oui, l'IA peut aider puisque l'IA va interpréter justement, va nous permettre d'accélérer finalement les collectes, l'interprétation des historiques de données et va pouvoir, à travers des éléments extérieurs qu'on n'a pas forcément possibilité de prendre en compte quand on gère une activité, anticiper, nous aider à piloter et à prendre des meilleures décisions.
Si on est sur des produits météo-sensibles, par exemple, cette IA intégrée à nos outils type ERP ou WMS va nous permettre à anticiper peut-être des réactions entre guillemets de consommateurs ou des décisions de consommateurs ou va nous permettre de nous prévenir en disant attention, ici on a peut-être un ralentissement de tel business, de tel marché, et donc va limiter quelque part peut-être l'impact, limiter les productions et donc finalement ne pas saturer nos outils de stockage. Et donc, oui, l'IA fait petit à petit partie intégrante de certains WMS du marché, pas tous, mais commence à amener des choses intéressantes sur le sujet et là aussi de l'optimisation. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois qu'on a fait le tour des questions. On va attendre encore quelques secondes. N'hésitez pas en tout cas, hein, vous avez donc nos coordonnées, appelez-nous, on peut discuter directement, c'est peut-être plus facile qu'à travers une plateforme et un chat. Merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Rendez-vous le mois prochain pour la prochaine thématique qui sera dédiée de mémoire à l'automatisation des petits volumes. Ben voilà, on va re-rentrer dans l'automatisation, mais n'oublions pas qu'on peut donc exploiter nos entrepôts sans automatisation aujourd'hui pour aller chercher malgré tout l'optimisation de surface et de productivité. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.